Alors, il est 23h13, 23h14 même sur Europe, et nous accueillons Ricardo au 3921. Bonsoir Ricardo. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Ricardo et quel âge avez-vous? Alors moi je suis de Bonne-Étable, dans la Sarthe, et puis j'ai 22 ans. D'accord, qu'est-ce qui vous amène Ricardo? Moi je voudrais vous parler d'un témoignage que j'ai réalisé sur Ginette Kolinka. Alors Ginette c'est une rescapée de Birkenau. Oui. Ginette elle est née le 4 février 1925. Oui. Comment est-ce que vous avez eu cette idée déjà à la base? À la base, moi je suis passionné d'histoire. Oui. Je suis passionné d'histoire et puis Ginette elle faisait une conférence par chez moi à Laval. Et je voulais y assister, j'ai tapé parce que c'était complet. Et j'ai été au culot, j'ai appelé Ginette en personne et j'ai demandé si ce serait possible de la rencontrer, pouvoir lui parler, échanger avec elle. Oui. Oui. Et puis elle m'a dit t'as qu'à venir. J'ai dit je veux bien mais je viens où? Elle a dit tu viens chez moi à Paris. Alors j'ai été chez elle à Paris. Oui. J'étais chez elle à Paris et puis de base j'y allais que pour moi à titre personnel. Et entre-temps il m'est venu les idées en tête de partager tout ça avec des élèves, avec des collégiens. J'ai un collège qui m'a suivi. Et du coup, j'ai rencontré Ginette au début janvier. Alors, pour l'histoire, Ginette, elle est née en 1925 à Paris. Elle habitait en zone occupée. Ils ont été dénoncés parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été dénoncés, alors elle est passée en zone libre. Alors, ça s'est pas fait comme ça. Ils ont fait des faux papiers, tout ça. Ils ont été à Avignon. Oui. Ensuite, elle a été transférée à la prison des Baumettes, à Marseille. Mhm. Elle est restée quelques jours. Ensuite, elle était à Drancy. Et Ginette me racontait quand elle est arrivée à Drancy, alors le jour du départ, elle voyait des trains, des wagons à bestiaux. Elle s'est dit, c'est pas possible qu'on aille là-dedans. Elle a pensé qu'il y a un train qui allait arriver pour les emmener dans un camp de travail, parce qu'elle savait pas du tout qu'ils allaient dans un camp d'extermination. Pour eux, ils étaient arrêtés, les juifs étaient arrêtés, mais Oui. c'était juste pour aller travailler. Alors, elle est rentrée dans les wagons. Ils ont fait à peu près 3 jours de voyage. Et puis, comme elle me dit, arrivé là-bas, c'était beau. C'était beau, il y avait un air frais, tout ça. Et les Allemands, ils ont dit, les gens qui sont fatigués ou qui sont vieux, on a mis des camions à disposition. Ils peuvent monter dans les camions. Le camp, il est encore un petit peu loin. Les autres, ils vont marcher. Alors là, Ginette, elle s'est dit, papa, Gilbert, montez sur les camions. Elle s'est dit, les Allemands, ils sont gentils, ils ont pensé à tout ça. Oui. Et puis les Allemands, à chaque fois, ils les rassuraient, vous allez les revoir dans le camp. Alors il y a les ordres qui sont venus, les femmes et les enfants à droite et les hommes à gauche, etc. Alors elle a commencé, et les coups, ils ont commencé à tomber, tout ça. Ils ont commencé la marche. Alors Ginette, elle était inconsciente. Elle s'est dit, moi, ce que je vois, quand elle arrive à Birkenau, elle voyait son usine. Elle a pensé dans un camp de travail, alors elle voyait son usine, elle voyait les champs. Ils sont arrivés là-bas. Elle a eu la pire des humiliations qu'on peut faire. Elle a été rasée, elle a été mise à nu. Ça a été, je pense, le pire pour elle. Même quand elle nous l'a raconté, Ah ouais. c'était vraiment, Ouais. vraiment émouvant. Après, ils l'ont tatouée. Ils ont pris une douche, pour nous, une douche, c'est 10 minutes. Elle, c'est de l'eau brûlante. Ils l'ont poussée sous l'eau brûlante avec des coups. À peine le temps de crier, l'eau, elle était gelée. Ils étaient même pas humidifiés, il fallait tout de suite sortir. Et puis, il n'y avait pas de serviette tout. Ils séchaient comme ça. Il faisait très froid, il y avait de la neige, tout ça. Après, ils ont été dans des baraques. Pareil, elle a pensé tout le temps revoir son frère et son neveu. Et son père. Et il y avait une Allemande qui parlait un petit peu français. Et elle demande à l'Allemande, elle dit, ils sont où mon frère, mon père? Elle dit, écoute, tu vois, les fumées, c'est pas ton usine. Les fumées, c'est des fours. On les a gazés et on les a brûlés. Mais elle y croyait pas. C'est pas possible que quelqu'un puisse faire ça. Par la suite, elle s'en est rendue compte par elle-même. Parce que les gens, ils revenaient pas. Les gens, ils revenaient pas. Tout le monde, comme elle disait, on pouvait avoir quelqu'un de la même famille dans Auschwitz.
les personnes pouvaient se reconnaître. Il y avait tellement de monde. Après, je lui ai demandé le déroulement d'une journée. Parce que pour moi, ça me semblait important de savoir une journée. Parce que nous, on entend... Alors, elle expliquait, le réveil, c'était à 3 heures du matin. À 3 heures, il y avait un appel. Alors là, le matin, ça allait, il comptait que les baraques. Alors, il était à peu près 600 par baraque. Il comptait que les baraques. Ensuite, il faut savoir, c'est la personne qui ne se réveillait pas ou qui traînait un petit peu, elle savait que la personne était morte, qu'elle n'allait pas revenir. Ensuite, il faisait du travail. Alors, Ginette a une petite anecdote. Je lui ai fait signer une photo d'elle, elle est sur une chemin de fer. Et elle m'a dit, j'ai pris cette photo-là, à cet endroit-là, parce que c'est moi qui les ai posés ces rails-là. Mais il n'y avait pas du tout de... elle pouvait toute la journée casser des cailloux. C'est impressionnant tout ce qu'il leur faisait faire. Il fallait vraiment qu'ils aillent épuisement au bout d'eux-mêmes. Et puis après, ils mangeaient. Alors, ils mangeaient, c'était vraiment un tout petit bout de pain avec un petit bout de margarine. Et c'était... comme elle dit, je sais même pas comment elle a fait pour tenir. Elle avait plus de force. Pour l'histoire, elle avait à 20 ans, elle pesait 26 kilos. Et le soir, il y avait un appel. Alors, l'appel était plus long. L'appel, par contre, il comptait tout le camp. Mais comme elle dit, pour elle, le compte était bon de personnes, mais il continuait pour que les gens s'affaiblissent, pour qu'il y en a qui meurent. Et dès que quelqu'un flanche un petit peu, mais le tuer. Alors, elle raconte tout ça avec énormément d'émotions. Oui. Ginette Kolinka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mère de Richard Kolinka, batteur de groupe Téléphone. Et à Auschwitz, à Birkenau, elle a rencontré Simone Veil. Alors, j'ai fait un témoignage d'1 h 30, mais j'ai mis ça en ligne, c'était sur YouTube. Oui. Et je voudrais que ça soit vu dans... Moi, mon but à moi, c'est de le partager un maximum. Alors, je voudrais que ça soit vu dans les collèges, dans les lycées, que chaque personne voie le témoignage que j'ai réalisé. Où on le trouve, ce témoignage sur YouTube? Qu'est-ce qu'on tape? Alors, le titre, c'est Ginette Kolinka, l'émouvant témoignage d'une survivante d'Auschwitz-Birkenau. Oui. Mais moi, je voudrais que ça soit vraiment vu. Alors, je me bats avec les collèges pour moi de la SAP pour le diffuser. Parce que je veux pas qu'on oublie tout ça. Et il y a plein de personnes aujourd'hui qui pensent que tout ça, c'est pas réel. Moi, je vois mes neveux qui ont 12 ans. Pour eux, on voit ça à la télé. C'est quelque chose qui est à la télé. C'est pas forcément réel. Il faut pas qu'on oublie. Ginette, elle insiste toutes les 20 minutes. Elle précise que tout ce qui arrive, c'est à cause de la haine que ça arrive. On peut pas comprendre comment une personne, Hitler, a pu tout faire, tout mettre en œuvre pour arriver à un tel point. C'est affreux tout ce qui a été fait. Et Ginette, elle en parle comme si nous on parlait d'une discussion normale. Pour elle, c'est normal. Moi, elle m'a dit, j'ai plus de sentiments. Elle a jamais pleuré. Elle, ses sentiments sont restés à Birkenau. Et par les temps qui courent, avec cette histoire quotidienne qui résonne, le bruit des chars russes qui envahissent l'Ukraine, et avec un président Poutine qui raconte, et qui finalement, en racontant qu'en Ukraine il y a des nazis, finalement ressemble de plus en plus à ce fou furieux d'Hitler, et nous angoisse de plus en plus, parce que il y a vraiment une similitude entre les deux, je trouve. Les gens, pour moi, ils ont peur parce que l'histoire, on la connaît. On peut pas dire la même personne, mais ils ont pratiquement les mêmes buts. Ils veulent toujours plus. L'histoire, on la connaît, vous avez raison de dire, parce que je pense qu'en 39, eh bien, tous les gens étaient persuadés comme nous aujourd'hui que mais non, il va pas faire ça. Mais non, il va pas faire ça. Oui, c'est mais pas non. possible. Mais si, c'est en marche. Quand
quand on l'entend parler et lancer la propagande en Russie, hein, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui pensent que vraiment l'Ukraine est un pays nazi. Et quand on ment effrontément comme il le fait à la face du monde, quand on prend son propre peuple, quand on ment à son propre peuple, en sachant qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication de ce monde moderne, on ment et il sait qu'il ment. Il sait qu'il ment à son propre peuple. C'est ça que je trouve le plus terrible Et puis pas que le plus oui, mais mentir à son peuple, c'est quelque chose de terrible parce que ça laisse présager qu'il puisse faire n'importe quoi. Et j'espère qu'à un moment, dans son propre camp, quelqu'un va le stopper. Ben, faudrait qu'il soit arrêté. Arrêter autre chose. Arrêter ou autre chose. Oui. Moi, je veux dire, franchement, il faudrait qu'il soit tué. Il n'y a pas 15 000 solutions. Non. Cette personne-là, Poutine, il est comme Hitler. S'il s'arrête maintenant, c'est fini pour lui. Il perd la face. S'il continue, c'est fini aussi pour lui, mais il aura laissé un impact. Et pour moi, c'est ce que lui veut. Ah, je pense qu'il a des rêves de grandeur, malheureusement. Des rêves de fou. Des rêves de fou. C'est ça, parce que pour les personnes qui étudient un peu Hitler, tout ça, Hitler de base, il n'avait pas de mauvaises idées. Hitler, moi j'ai lu son Mein Kampf original, tout ça, il n'avait pas de mauvaises idées. Ce qu'il disait, c'était... Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire ça, mais c'était pas tout ce qu'il avait dit. C'est après, il a flanché, comme Poutine aujourd'hui, et c'est là qu'il est devenu cinglé. Oui. Et j'entendais un spécialiste sur LCI hier qui comparait Poutine à Hitler et qui disait que on était arrivé à cette situation totalement folle avec Hitler parce qu'il n'écoutait plus personne, il agissait seul et plus personne n'osait le contredire. Donc il y a dans son attitude une espèce de... on n'a qu'à voir ce qu'il a dit à Macron cet après-midi. Hein. Ça fait toute la une des journaux ce soir. J'ai un mur d'écran devant moi. Le coup de téléphone, l'échange glaçant entre Poutine et le président Macron, où il a dit au président Macron qu'il allait envahir toute l'Ukraine. Ça, c'était encore une manière de dire allez au diable, quoi. Allez, voilà. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Ricardo, et puis on se parle dans quelques secondes. À tout de suite. Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 23h30 sur Europe 1, nous sommes avec Ricardo sur la libre antenne d'Europe. Comparaison donc entre Poutine et Hitler et qui bien évidemment angoisse bien des gens. Revenons-en à Ginette. Elle vous a parlé de Poutine à un moment, Ginette? Non. Non. Non, moi je vous dis que j'ai été début janvier. Oui. Alors, oui, d'accord. Donc ce n'était pas du tout. Il n'y avait pas tout ça. D'accord. C'était plus le Covid. D'accord. En tout cas, vous avez raison de dire que ce témoignage, il devrait être diffusé dans les écoles et en tout cas au maximum parce que aujourd'hui, c'est vrai que les 12 ans, les 15 ans, avec tous ces jeux vidéo en plus qui mettent la guerre un peu comme une fiction, un dessin animé, Ça, oui. ou quelque chose qui n'existe qu'en jeu vidéo. C'est vrai que vous avez raison qu'il faudrait qu'ils sachent que l'horreur a existé et que ces camps de concentration où on mettait les juifs, les gitans, les homosexuels était une des résultantes de la guerre. Hein, et pas que les enfants, les adultes aussi. Faudrait que ça soit vu par tout le monde. Parce que moi, le premier, j'en suis tiré avec une leçon de vie. Vous allez, si vous regardez la vidéo, 1h30, c'est rien sur votre vie de prendre 1h30. Vous allez vous dire, pourquoi nous on se plaint? Nous, on n'a pas besoin de se plaindre. Non. Ouais, on se plaint. Comme tout le monde, le boulot, ça n'a pas été. Je sais pas, aujourd'hui, je suis tracassé pour ça. Quand je vois Ginette, elle se plaint pas. J'ai vu une photo d'elle 1 mois après son retour. Elle sourit. Je lui ai dit, comment faites-vous pour sourire sur la photo, après tout ce que vous avez vu? Elle dit, moi, je suis revenu. Ouais. Retour à la vie. C'est ça. Et à la fin de ma vidéo,
j'ai mis une image. Et il y a écrit « Tous ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence ». Et c'est, comme je le disais avant, il faut absolument connaître ça, cette histoire-là. Et votre témoignage, Ricardo, résonne encore avec ce qui se passe aujourd'hui en plein cœur de l'Europe. Hein. C'est ça qui est triste. Ouais. Merci mille fois et bravo pour... Juste pour finir, j'ai retrouvé pour vous dire que ce que vous dites, c'est pas possible que ça arrive encore. Par exemple, une guerre, c'est pas possible que ça arrive. Moi, j'ai retrouvé des lettres de mon arrière-grand-père, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les lettres, il est en correspondance avec son arrière-grand-mère, et il explique que il dit, elle lui dit, t'as entendu parler de la guerre? Lui, il répond, non, il dit, oui, j'en ai entendu parler, mais ça arrivera pas, ça peut pas arriver. Ils étaient dans l'insouciance. Ouais. Et comme quoi, vous avez vu tout ce qu'il y a eu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il faut pas prendre à la légère ce qui se passe. Non, pas du tout, ouais. Ça peut vraiment, vraiment aller loin. C'est ce qui ensuite, du coup. Et quand on voit que le Charles de Gaulle est maintenant là-bas, c'est bien évidemment angoissant de voir tout ça, parce qu'on est dans une escalade. Chacun montre ses biscottos, comme on dit. J'ai d'autres témoignages de prévus avec Joseph Hessman, qui est par chez moi. Oui. Avec d'autres déportés, donc. D'autres, oui, survivants, rescapés, mais je voudrais pas faire que des déportés, ça me plairait d'avoir des gens qui ont connu, même sans rester, moi c'est l'histoire en global qui m'intéresse, sans rester sur la Seconde Guerre mondiale. Ça me plairait d'avoir des gens qui ont vécu quelque chose vraiment d'horrible dans leur vie, et de récupérer ce témoignage-là pour faire partager à tout le monde. Après, si quelqu'un nous entend et qui, je sais pas, c'est leurs grands-parents ou même cette personne-là qui a été déportée ou qui a connu la guerre et qui veut témoigner, peut-être qu'elle n'a jamais témoigné, moi je suis prêt à l'écouter, à prendre un moment à faire une vidéo sur cette personne-là. Ouais. Écoutez, l'appel est lancé, Ricardo. Et il y a beaucoup de monde qui vous écoute. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui écoute la Libre Antenne. Et où que vous soyez, si vous connaissez des personnes qui ont vécu cette période ou d'autres périodes noires de l'histoire, puisque c'est ce qui passionne Ricardo, l'histoire. L'histoire qui nous rappelle sans cesse qu'il faut faire attention à toute forme d'extrême. Et je dis ça pour nous Français, parce que ces extrêmes ont grandi et puis on s'habitue finalement à l'extrémisme jusqu'au point d'entendre des choses horribles qui paraissent aujourd'hui normales. Il ne faut pas s'habituer à l'extrême, il ne faut pas s'habituer à l'exclusion de l'autre, il ne faut pas s'habituer au rejet de l'autre, il ne faut pas avoir peur de l'autre. À bon entendeur, Ricardo, merci mille fois. Et puis on rappellera sur notre groupe de parole le titre de votre chaîne YouTube, Ricardo Rodriguez avec un S. Oui, avec un S. Il est 23h38 sur Europe. C'est la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin.